c'est parti. Fermez tout d'abord tous vos micros. Si quelqu'un voulait parler, il sait comment faire. C'est lever la main, موجودة عندكم, et ça vous permettra de vous donner la parole. D'accord? Vous savez comment faire? Oui. Très bien. Parfait. Alors, voilà, donc je suis Ahmed Galgouri, maître de conférences hospitalier universitaire. Il y a quelques années, actuellement professeur en médecine du travail. Et je suis sollicité aujourd'hui pour vous présenter une thématique qui concerne... Nam? Oui? Vous m'entendez? Non? Oui, juste docteur, votre à l'écran n'est pas partagé. Non, je sais. Et je sais. Quand on parle je vais partager. D'accord, merci. Alors, donc là, je vais vous introduire un petit peu certaines pathologies respiratoires qui est en exposition avec des produits chimiques. Et en général, on est côtoyé à ce type de pathologie dans les urgences. Demain, c'est-à-dire en faisant finir votre 5e année, vous allez faire des gardes-portes dans les urgences et vous pouvez en avoir des personnes qui vous arrivent de leur travail ou bien de chez eux avec une pathologie respiratoire non compréhensible. Et en faisant appel à vos réflexes, vous allez percevoir qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui a pu être à l'origine de cette pathologie. Alors, dans cette thématique, qui est particulièrement très importante, et je vous sollicite à en parler davantage, c'est comment prévoir et comment faire une démarche diagnostique devant ce qu'on appelle les bronchopathies chimiques. Alors, c'est très varié, c'est diversifié, et tout règne dans la compréhension et comment vous dominez votre physiopathologie dans laquelle ça explique énormément les choses et vous arrivez à mettre votre planification de la conduite à tenir, d'une part, et tout ce qui est arsenal thérapeutique à mettre en jeu. Tout d'abord, dans ces informations, ce qu'on doit savoir et avoir dans les prérequis, la physiopathologie et la physiologie respiratoire, et vous êtes en 5e année, donc dans votre premier cycle, tout ce qui concerne l'exploration fonctionnelle respiratoire, et bien sûr, puisque vous êtes déjà en 5e année, ça veut dire que vous avez validé le certificat de pneumologie, et donc vous êtes mieux que moi placé à connaître les principaux syndromes respiratoires. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on commence par ce monsieur qui est devant vous, appelé Parcelès, qui est un Suisse des 15e siècle. Ce monsieur, qui est un toxicologue, pharmacologue, résume certaines informations dans cette phrase-là. Et en disant, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait la différence. Effectivement, si on fait appel à vos connaissances en pharmacologie, vous allez bien connaître que vous avez, si on est en infradose recherchée pour le traitement à faire guérir une pathologie, ça ne va pas donner des effets. Si on est au-delà de certaines doses, ça risque de devenir avec des effets appelés indésirables, voire même des doses toxiques qui peuvent aller à la mort ou faire des complications très importantes dans différents appareils respiratoires, hépatiques, urinaires et tout ce que, même neurologiques.
Et si on est dans la dose recherchée idéale, et c'est la dose thérapeutique. Et d'ailleurs, si quelqu'un il a une certaine pathologie et un certain âge, on doit ajuster les doses. Si on est dans des bas âges, effectivement, on va travailler sur des dosages. Et donc, cette technique, cette définition, ou ce théorème, si on peut le qualifier dans ce sens par le langage des mathématiciens, ça va répondre à plusieurs composantes. Alors, comme des objectifs éducationnels, vous êtes censé en savoir certaines informations et à en répondre à ces questions. Tout d'abord, la définition des bronchoalvéoles toxiques. Les principaux aérocontaminants, c'est pas apprendre par cœur, c'est pas mais avoir la connaissance et à l'esprit certains éléments, les tableaux qu'on peut en avoir, et bien sûr, on va dresser des protocoles de prévention. Ceci va nous amener à, tout d'abord, faire réfléchir nos mémoires. Nos mémoires méritaient un certain réfléchissement et il est de sorte suivante. Surtout, qui m'intéressait, c'est cette courbe. Je suppose que vous avez l'occasion de passer dans les stages ou lors de la physio, de la formation en physiologie, et notamment la physiologie respiratoire, vous avez eu l'occasion d'en avoir ce type de courbe-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, là, pourra m'expliquer cette courbe ascendante, pardon que je trouve mon pointeur, voilà, qui pourra m'expliquer cette courbe ascendante et puis cette descendante et ce demi-cercle-là. Qui voulait prendre la parole? Allô, allô? Il y a personne? Allez, je prends au pif. Ah, c'est Saddam. Qu'en pensez-vous de cette courbe-là? Est-ce que vous pouvez me donner une petite explication? Allô? Il y a des personnes dans la salle ou personne? Est-ce que vous pouvez me donner certaines informations sur... Non? Sur la courbe débit-volume. Bien sûr. Vas-y. Donc, Oui. à l'inspiration, on a une augmentation du débit. Et à l'expiration, on a une diminution du débit. Les axes des abscisses, les axes des ordonnées. Oui, l'inspiration, oui, l'expiration. On a les axes, le volume ou le débit en litres par seconde. Le volume en litres ou débit litres par seconde. L'inspiration, هي الكورب اللي لوطة. والإكسبيراسيون الكورب الفوقانية. هكا كيفاش تعمل انت؟ Dans la nature, comment on fait? Comment on respire? ناخذ هواء بعد نخرجه معناها نعملوا زفير. لا بالعكس. ايش تعمل؟ ايه تحكي مالك؟ قولي انت صلح لي. انسبيراسيون ندخلوا الهواء. اكسبيراسيون نخرجوه. بعد نخرجوا. Donc là, on a cette courbe avec cet aspect descendant. Très bien. Oui. Et puis, on a certains paramètres. Les HOMA qui nous permettra quoi? Le DEM 25, 50, 75, ou le DEP. C'est les débits expiratoires. C'est le maximum d'air qu'on peut inhaler, expirer plutôt. Mobiliser وخرجناه. فما بارتي نتاع هواء ما تخرجش. Oui. لو كان بارتي من هواء اللي ما تقعد في الورينه وتخرج شو يصير لنا؟
نموتوا Collapsus. كولابسوس على صوتك. كولابسوس اي دونك شو يتسمى؟ شو يولي عندك سندروم؟ يصير له وقت واحد هواء تنقبل الرئه ويخرج الهواء كامل من ناحيه، شو يولي له؟ ريستريكتيف سندروم ريستريكتيف. لا عاد يا ابل، شكون ابل هكا اللي خرج وبتخاف ورجع تكلم. هاي التفاحه، هاي التفاحه. Normalement, un syndrome obstructif. لا خلينا من هيك يا جماعه. شوف احنا عندنا هواء كما قالت كولابسوس صاحبتكم، معناها الفا سو ريتراكتي بومون. باهي وحاجه اخرى، وقتاش الفا سو ريتراكتي دان بومون؟ وقت تنقب شو تسمى، باش يصير له الشخص هذاك ان بنومو توراكس. باهي هذا في النورمال، دونك ما يلزمش الرواري نتاعنا تفرغ كامله. تري بيان. باهي توا عندنا سيت بتيت كورب لا. اشنو هي الكورب هذه؟ باهي هاو مكتوب عليها سندروم اوبستركتيف. شكون يجي يفسر لي سي كوا ان سندروم اوبستركتيف؟ الياس سي قلال. اي بون هو مثلا البي بي سي يو ابارتيان او سندروم اوبستركتيف. خليني من هنا فسرها لي هكا. ترى شنو اللي صار هنا بارابور على الاناتومي دي بومون اي بارابور على كومبوزونت فيزيولوجيك. هنا قالت لنا قبيليك شرفي هذا سي لا كورب de l'expiration et de l'inspiration. On va s'intéresser à ça اللي هي sous forme d'un petit cloche mais عندها pente أقوى هنا أدق. هنا شنو اللي يصير في un syndrome obstructif؟ ديبي اكسبيراتوار دو بوينت نقص. Oui. وشنو واخر؟ هذا نقص. وشنو اللي ما نقصش ترى؟ inspiratoire. Aïe. Donc, on a une courbe A ou l'aspect normal, fait un syndrome obstructif. Pratiquement la courbe elle est la même, mais on a une réduction du volume. On fait une lecture, ce qu'on appelle une lecture de la courbe. On va venir après les chiffres. Il y a un syndrome restrictif. Est-ce que la courbe elle a changé de forme هنا ولا هنا؟ يا جماعة. L'inspiration elle a changé. وحتى في l'expiration. أيوة معناها هوني في l'obstructif elle reste l'inspiration mais la courbe هنا elle change de forme. في الrestrictif عبارة على on a réduit. Qu'est-ce qu'on a réduit dans le poumon? شنو هي l'unité fonctionnelle في البومون؟ هي شنو هي l'unité fonctionnelle؟ Capacité vitale. l'unité fonctionnelle مش الفيول. معنا des branches, des bronchioles ومن بعد Les alvéoles. l'unité fonctionnelle c'est l'alvéole. Donc là on a une réduction des alvéoles en nombre. Les champs sont réduits que ce soit par une fibrose ولا تخيل واحد عنده زوز الواري ونحينا له ريه. دونك اش باش يصير في لي كونتيتي دار يجموا ينقصوا مثلا الشطر مي لا كورب تقعد هي بيدها. يعني كان نقارن الكورب هذه والكورب هذه اللي هي اون بوانتيي كي كوريسبون ا هذه بريسك سي لا ميم. معناها هذه اختها الكبيره وهذه الاخت الصغيره الوغ كو هذا ماهيش اختها. Vous voyez? Et si on est dans un syndrome appelé mixte, et là pratiquement un mélange à la fois le four, pratiquement c'est la courbe du syndrome obstructif, et là on a une réduction de l'aspect inspiratoire et la courbe elle est réduite. C'est ce qu'on appelle lecture des courbes. يعني من الكورب vous pouvez dire راهي la pathologie elle est vers l'aspect obstructif ou vers l'aspect restrictif voire même mixte. D'accord? C'est ce qu'on appelle la lecture visuelle. Si on aille maintenant aux chiffres, qu'est-ce qu'elle va vous donner les chiffres? Si vous êtes dans une démarche où femme, capacité vitale, taille, VMS normal ou un rapport qui est normal,
Vous êtes dans le côté illustratif. Est-ce que c'est logique? Ajma, Oui. Le rapport normal parce que la forme de la courbe ne تتبدلش. والآخرين diminuer. Déjà les courbes ناقصين par rapport le normal. صحيح عليك نور. Ce qui يمشي concordant. Donc, في l'obstructif, les capacités vitales عاديين ما نقصليش en réalité, mais j'aurai des spasmes qui vont réduire ce VMS, ce rapport de Tifno appelé auparavant Tifno qui a créé ce rapport-là. Et du coup, ce qui va me donner en général un rapport dans un syndrome obstructif, le VMS et le rapport, et dans le mixte, ça va de soi. Ça, c'est juste pour vous faire rafraîchir les mémoires, vous en parler un petit peu de cette démarche-là. Est-ce que ce que vous voulez entendre de ça, c'est logique? Est-ce que ça vous apparaît logique? Oui. D'accord? Oui, d'accord, c'est logique. C'est ce qu'on va raisonner maintenant. Toujours en garde à l'esprit cette courbe visuelle en cloche. Elle sera réduite par une sœur plus petite, c'est destructif. Elle change de forme. Ce n'est pas une sœur, on va dire, allez, un garçon avec une petite ventre concave, c'est le garçon. Et on peut avoir les deux. Bon, maintenant, je peux me chauffer quelqu'un qui fait le mélange, mais tout en restant avec cet esprit-là. Et puis, vous allez dans la courbe les variables du tableau avec des rapports qui vont parallèlement à cette démarche-là. D'accord? Donc, là, ça vous donne un petit peu l'esprit et l'idée de ce démarche-là. Maintenant, on va y être dans le vif du sujet et pour cette introduction, alors, tout d'abord, les BPCO, les bronchopneumopathie chimique, pardon, en général, il n'y a pas une attribution, un tableau à un composé bien particulier ou ce qu'on appelle spécifique. En général, les manifestations sont secondaires ou ils surviennent en général juste après à une seule exposition qui est accidentellement. يعني ثم une vanne qui fait une fuite مش كما الفانه اللي قاعدين يسكروا فيها mais الفانات اللي تبدا محلوله وساعه ساعه تولي تسيب برشا ولا ثم une explosion ثم un incendie et ça va donner une exposition unique massive d'un groupe d'une population et ça va donner parfois une population, que ce soit une population générale, comme elle peut être dans une entreprise, comme un hôpital, quelque chose comme ça. Et la fréquence, généralement, ne sont pas fréquentes. C'est capital de connaître ce type de pathologie ou type de tableau parce qu'ils sont d'un risque immédiat de mort. Donc, c'est une urgence vitale. Et puis, la seconde cause majeure d'importance, c'est qu'il garde des séquelles très, très, très importantes sur l'arbre trachéobronchique et par conséquent sur la fonction respiratoire. Avec Alej, toujours on doit avoir à notre esprit les courbes de l'exploration fonctionnelle respiratoire et faire vite notre démarche, notre diagnostic pour instaurer le bon traitement pour sauver avec le minimum de conséquences sur la fonction respiratoire et sur notre arbre trachéobronchique. Le troisième point qu'on doit en avoir à l'esprit, qu'on peut avoir en général deux grands tableaux. Dans ce qui est banal, bénin, ne pose pas de problème, et ce qui est classé dans ce qu'on appelle les fièvres d'inhalation, et vous allez comprendre c'est quoi cette fièvre d'inhalation ou les fièvres, ce sont des tableaux dans lesquels, secondaire à une exposition à certains produits, on peut en avoir de la température qui peuvent être un syndrome grippal ou pseudo-grippal. Ça peut faire parfois confusion à ce qu'on voit actuellement par rapport à cette Covid-19. Et puis le pire, on peut avoir le décès comme on peut avoir ce qu'on appelle le SDRR, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est une forme d'un asthme bien particulier
qui correspond à l'asthme sans période de latence ou qu'on appelle l'asthme non allergique. D'accord? Un élément qui est capital aussi, c'est que il est indispensable de faire une prise en charge optimale parce qu'à la fois, on a une urgence médicale, il y a un retentissement social et puis une composante dans le cadre réglementaire qu'il sera d'un accident de travail ou une maladie professionnelle pour donner à chacun ses droits. Alors, c'est de faire connaître les propriétés physico-chimiques des produits chimiques. Et là, je dois faire appel à certaines connaissances en chimie dans ma culture générale. Ça, c'est un élément de soi. Et puis, faire l'esprit de l'évaluation des circonstances d'exposition. Alors, maintenant, on va se mettre d'accord sur une définition. Et cette définition-là, elle est capitale pour qu'on puisse travailler sur cette démarche-là. Par définition, les bronchopneumopathies chimiques, ce sont des atteintes bronchopulmonaires de substances chimiques, qu'elles soient minérales ou organiques, type gaz, vapeur, fumée, sans qu'il y aura un processus infectieux ou bien allergique. D'emblée, on a éliminé tout ce qui est bronchopneumopathie infectieuse, tout ce qui est pneumonie, ce que vous voulez, ou tout ce qui pourra être d'ordre allergique, type asthme allergique au coton, ou bien alvéolite allergique extrinsèque, ou tout ce qui est de type immunologique ou bien infectieux. Et par conséquent, on serait sur des expositions à des substances purement industrielles, minérales ou organiques ou non industrielles. L'essentiel, pas de processus infectieux, pas de processus immunologique. Et en général, elles sont le plus souvent aiguës, voire même subaiguës, et qui va résulter d'une exposition accidentelle et unique. D'accord? Ça vous va cette définition, je suppose. Alors, dans les épidémiologies et les séries qu'on peut faire appel, il y a dans votre culture générale, je suppose, la catastrophe de Bhopal qui s'est passée en Inde dans les années 80. Et c'est une usine de production de pesticides dans laquelle il y avait une explosion. Et cette explosion due à un produit qui s'appelle l'isocyanate de méthyle. Et cette exposition a fait des fumées, des nuages de fumée dans la ville de à peu près d'une quarantaine de tonnes et qui était à l'origine de 3500 morts. Vous imaginez la lourdeur de la catastrophe. C'est un pays très peuplé dans lequel il y a énormément d'usines et ces usines font fonctionner et travailler des personnes à des quantités énormes. Il y a aussi une catastrophe qui s'est passée dans les années 2000 et 2001 particulièrement à Toulouse en France, c'est la catastrophe AZF et qui est due à une mauvaise gestion de stockage de nitrate d'ammonium. Et ce qui dit stockage, ça vous fait rappeler quelque chose de récent. Est-ce que quelqu'un pourra me dire et qui peut faire rappeler une catastrophe proche qui vient de se passer il y a quelques mois, on va dire. Beyrouth. Pardon? Beyrouth. Beyrouth, صحيح تتفح. Excellent. Beyrouth, maintenant, vous êtes des champions, je suppose, inutile de faire le cours avec vous parce que vous comprenez un petit peu le process. Donc, si vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth, suite à un stockage d'un produit explosif avec le nuage qui peut concerner, on peut comprendre les problèmes de difficultés respiratoires qui s'est passé. Donc là, pour AZF, il y a 31 morts et avec 250 blessés. On peut en avoir ajouté donc là la catastrophe de Beyrouth et puis on peut avoir des intoxications accidentelles dans les champs de pétrole, de l'hydrocarbure pétrolier, mais ça n'empêche, il y a une guerre à connaître et à ne pas oublier celle qui s'est passée
dans la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme armement? L'arme, ce qu'on appelle l'arme chimique. Absolument, si ça donne. Et puis, la guerre qui s'est passée entre l'Irak et l'Iran, aussi, ils ont utilisé des produits chimiques, de l'arme chimique, qui étaient à l'origine de ces catastrophes. Alors, maintenant, si on veut comprendre cette physiopathologie, on a intérêt à comprendre ce qu'on appelle les aérocontaminants. Et ces aérocontaminants vont répondre à 3 éléments clés. Un, ce qu'on appelle la granulométrie, c'est-à-dire la taille des produits qui vont rentrer dans le poumon. Et selon la taille des produits qui rentrent dans le poumon, on aura le type de syndrome qui va se manifester. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de connaître un petit peu notre physiopathologie. Puis, de l'autre composante, c'est l'habilité de solubilité de ce produit. C'est entre le degré de solubilité. Est-ce qu'il se solue rapidement dans des substances type eau ou bien s'il est peu soluble? Et puis, la troisième propriété, c'est les propriétés chimiques. L'élément, est-ce que c'est un gaz? Est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est un solvant? Est-ce que c'est un métal? Donc, selon la propriété chimique, selon la classe chimique, on va pouvoir classer et avoir la gravité des lésions qu'il va entraîner. Alors, pour la granulométrie, donc ce degré de pénétration, d'entrée de ces produits-là, il est en rapport avec la taille des particules. Autrement dit, c'est une fonction mathématique, le degré de pénétration, il est fonction de la granulométrie. Et donc, on a 3 niveaux. Les particules de grande taille, généralement, ils sont de diamètre supérieur à 5 nanomètres. Et généralement, ils vont s'arrêter au niveau des voies aériennes supérieures. Les particules de petite taille, moins de 5 nanomètres, ils vont vers le poumon profond, branche ou bien alvéole. Et pour ce qu'on appelle les nanoparticules qui ont une taille inférieure à 100 nanomètres, là, il y a une particularité qui vont s'infiltrer dans le niveau du nasopharynx et le volet trachéo-bronchique. Alors, il est bien dans cette démonstration que vous voyez, alors pour les particules de grosse poussière, ce qu'on appelle les PM10, entre 5 et 10 micromètres, donc ils vont se limiter au niveau du nez et des branches. Pour les particules de petite taille moins importante, ils vont arriver jusqu'aux branches et bronchioles. Plus petit que ça, on va y aller et il va arriver aux bronchioles. Et les plus petites et les plus dangereuses, ils vont arriver jusqu'aux alvéoles, autrement dit, l'unité fonctionnelle d'échange qui pourra faire passer le toxique. D'accord? Là, c'est très important que vous ayez à l'esprit ce type de classement de la taille, cette granulométrie, ça vous donnera le type de syndrome. Là, si on est à ce niveau-là, juste on peut avoir de l'éternuement, de la toux, de la brûlure. Là, on peut avoir un petit bronchospasme. Et là, on peut avoir un syndrome restrictif. Là, schématiquement, je parle. D'accord? Il faut raisonner de cette manière-là, mes amis. Comme ça, vous arrivez à placer votre bon diagnostic et votre démarche thérapeutique. Alors, maintenant, après la granulométrie, ce qui m'intéresse maintenant, son degré de solubilité. On va être schématique à 2 niveaux. Très soluble dans l'eau, autrement dit, ce qu'on a dans les muqueuses nasales et autres, c'est de l'eau, ou bien peu soluble. Alors, les substances hydrosolubles, en général, ils donnent un aspect d'irritation. Avec lorsque vous passez dans un nuage des fumées, vous commencez à avoir de l'éternuement, de la toux. Là, c'est un stimuli
qui a fait ce qu'on appelle l'irritation des muqueuses, que ce soit nasale avec le tout ou bien au niveau des yeux avec les brûlures, et ça vous donne ce type de défense. Autrement dit, c'est une défense du corps, et on peut citer à titre d'exemple l'ammoniac ou bien le dioxyde de soufre. Des substances peu hydrosolubles et par conséquent, ils sont peu irritants. Où ils vont? Ils vont arriver jusqu'au poumon profond. Et là, vous avez des exemples très fréquents. Le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote, le phosgène et les aérosols. Donc, vous voyez un petit peu les substances qui sont peu hydrosolubles sont plus dangereux plus qu'il arrive à l'unité fonctionnelle, l'alvéole. Ça vous va jusque-là? Donc, granulométrie, degré de solubilité. Troisième point, est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est alcalin? Est-ce que c'est une substance minérale? Est-ce que ce sont des métaux? Est-ce que ce sont des solvants? Est-ce que c'est de la matière organique mucosique? Tout rentre dans la classification et rentre dans le type et de la gravité des conséquences pulmonaires qu'on a à voir. Maintenant, à côté, on va prendre en considération la voie d'intoxication et le mécanisme d'action. Alors, pour les voies d'intoxication, la plus célèbre porte d'entrée, c'est pulmonaire, essentiellement pour les toxiques, et c'est l'état gazeux avec des aérosols. D'ailleurs, à titre indicatif, et là, je pose la question, est-ce que vous connaissez la surface d'échange poumon-vaisseau? Bon, réfléchissez le temps que je continue là. Il y a possibilité d'une intoxication par voie cutanée. Elle est possible, mais elle est fonction de l'état de la peau, c'est-à-dire s'il y a des irritations ou il y a des blessures ou des portes d'entrée infectieuses. Et elle pourrait être accidentelle, en général, la voie digestive. Alors, pourquoi la plus importante voie, c'est pulmonaire? Allô? Allô, micro, حيد منكم يجاوبني ما يخلونيش واحد ينعاود. Alors, حسب رايكم. C'est quoi les questions, s'il vous plaît? عيط شوية سيلياس. Est-ce que vous pouvez répéter les questions? Pourquoi la voie pulmonaire, c'est l'essentielle porte d'entrée d'intoxication, même pas c'est dans le cadre des bronchopneumatiques, mais en général, ce n'est pas la voie cutanée, ce n'est pas la voie digestive d'intoxication ou d'atteinte, mais c'est plutôt pulmonaire. Car elle est en relation avec le milieu extérieur directement. À part ça, non. Passage direct dans le sang. Ça va de soi. Même la peau, elle est en contact avec le sang. Même l'aspect digestif, parce qu'on a des vaisseaux. Qui, dans sa conversation, me disait contact air. Non, plus important. Allez, si je vous dis Alissa. En rapport avec la pression. Si je vous dis Alissa, est-ce que ça vous pourrait vous orienter sur quelque chose? شو عملت Alissa هي؟ Elle a délimité Carthage avec une peau de bœuf. Attends, surface d'échange, diffusion. Ben, alors, votre surface corporelle, la peau, elle est en général, قديش عندنا surface corporelle? En moyenne, une personne a une taille de 1,70 m et un poids corporel à 60 kg. Au maximum, va être 2 mètres carrés. Allez, 3 mètres carrés, c'est un géant. Donc, comme surface de contact avec des produits, elle peut être au maximum 3. Et puisqu'on porte des vêtements, et si on prend le cas de l'hiver, chaud, les hauts et découvert, l'idina, ou à la limite. Digestif, bon. Et si on prend le poumon, on a ces unités fonctionnelles, il y a l'alvéole, on va étaler chaque alvéole, on va le بجنب بعضه. قديش تولي السيرفاس حسب رايكم؟ Ça équivaut à un stade de tennis. قديش سيلياس؟ 12 متر كاري ما متر كاري عاطيني تراه 5. ممكن 250 متر كاري. 75.
زيد شوية. 80. زيد شوية. 90. زيد شوية. 100. C'est aux alentours de 100 mètres carrés. هذا le niveau de l'alvéole. ومشينا الأخرى. قداش عندنا vaisseau? C'est à peu près égal. On a à peu près 80 mètres carrés de surface d'échange vasculaire. وهذاك علاش عندنا اللي نشموه pratiquement يدخل الكل. وهو il est de grande surface. Je قلت لكم تذكروا على ليسا qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à 100 comment il s'appelle le taureau avec sa peau, comment elle a agrandi. Exactement ça. On a une grande surface d'échange, c'est aux alentours d'à peu près. Donc, on fait l'étaler, elle peut avoir une surface à peu près de 100 mètres carrés. Et ça, ce qui fait augmenter l'importance de cette porte d'entrée. Voilà, c'est une porte d'entrée de nous protéger. Mais il y a des degrés. Premier filtre, ce sont des particules كبار. Il y a du noir, du cendre. L'autre au niveau des trachées ou au niveau du carrefour aéro-œsophagien. Les expectorations avec certains aspects noirs striés. Et le plus grave, vous voyez? Donc, on a granulométrie, voie de pénétration, degré de solubilité, et la principale voie d'exposition, d'intoxication, c'est pulmonaire. Allez, je connais une porte d'entrée, ce qu'on appelle la porte d'entrée, ou ça un organe cible. Le poumon, il est à la fois porte d'entrée, et en même temps, c'est lui qui va subir l'intoxication et l'effet non recherché. Voilà maintenant comment on va expliquer notre phénomène d'intoxication. Donc, selon le site et la sévérité de l'atteinte pulmonaire, elle est fonction de 3 composantes. C'est un peu mathématique les choses. Elle est fonction des caractéristiques physico-chimiques des produits, de la concentration atmosphérique, mais elle dépend de la dose inhalée. Et effectivement, ce n'est pas comme un adulte, comme un petit enfant, comme un vieillard. Il est en train de courir et vous pouvez le constater lorsque vous voulez rattraper le bus qui pourrait vous le rater. Et là, vous allez, lorsqu'on y avec le démarrage, vous allez inhaler de manière plus importante. Et puis, c'est ce qu'on appelle maintenant les spécificités ou bien la susceptibilité génétique, c'est la susceptibilité individuelle. وهذاك علاش تلقاو بعض الناس تمرض بحاجه والاخر لا، تلقاه في عز الشتاء الاخر لابس تيشيرت خفيف ما يقلقش، الاخر لابس كبوت وكاشكول et tout ça, malgré ça il pourra tomber malade. Donc on a les degrés et le site de l'atteinte pulmonaire, il est fonction des caractéristiques physico-chimiques, de la concentration et de la dose inhalée et de la susceptibilité individuelle. Je m'attarde sur ces points-là parce que c'est capital. Après l'autre, ce n'est pas difficile de les comprendre. Ça vous va? Je continue? Super, excellent. Maintenant, si je prends la granulométrie et le degré de solubilité, pour un produit qui est très soluble, donc on va avoir une absorption rapide au milieu qui sera, c'est un milieu liquide, c'est un milieu qui sera les voies aériennes supérieures, que ce soit au niveau des yeux. Et donc, on aura ce qu'on appelle un signal d'alarme, un signe immédiat. Cet éternement, cette rhinoconjonctivite, cette laryngite, c'est un signe de détresse de l'organisme pour dire, mais en fonction les systèmes d'évacuation et d'épuration pour évacuer la personne. Le corps déclenche le système d'alarme pour dire, allez, il faut quitter les lieux, sinon on va avoir des dégâts. Et si on dépasse certains temps ou certains délais, on peut tomber dans la catastrophe. Donc ça, c'est pour un produit peu hydrosoluble. Et c'est facile à gérer. Si maintenant c'est un produit peu hydrosoluble, donc il va y avoir ce qu'on appelle une absorption retardée. Et il va atteindre le poumon alvéolaire profond, mais pour qu'il atteigne, il y a ce qu'on appelle
un intervalle de latence qui pourrait être de 2-3 heures à même arriver à 24 heures. Pour certains, ce qu'on appelle un effet rebond. Et là, on peut avoir des lésions non réparables. On peut avoir des atteintes pulmonaires type œdème pulmonaire lésionnel. هو فما انواع في الأديم pulmonaire يا جماعه ولا نوع برك؟ Qui pourra me dire s'il vous plaît؟ حل الميكرو الشهر اللي ما نجمش نتابع ياسر على البرشا يهديكم. تراه هاي شكين الياس شرفي صدام ما بديت نحفظ الاسامي كان زدت معكم ساعتين اخرين تو نحفظكم ما قداش انتم من واحد تو نعرفكم الكل. J'ai une mémoire. فما الأديم cardiogénique اي أو lésionnel. Voilà. Yes, حد غادي ما تزيدش حاجه اخرى في البركه. Lésionnel, donc généralement cardiogénique, c'est dû à un désordre Hémodynamique. hémodynamique, mahlek. Et là, en général, même s'il y a des lésions et des conséquences, on peut espérer une réparation. Mais si c'est pulmonaire avec une atteinte au niveau des alvéoles, les conséquences sont Irréversible. irréversibles. Alik Nour. Et c'est ça l'importance de connaître votre physiopathologie. Et c'est très important. Comme ça, Touali, vous dominez votre démarche diagnostique et vous êtes dans une démarche intelligente. Vous voyez, la médecine, c'est pour les intelligents. Non, c'est des gens qui raisonnent, c'est des gens qui ont à l'esprit des mathématiques, de la physiologie, de la chimie, de la physique. وذاك علاش في التاريخ كانوا يقولوا يا حكيم ابن سينا حكيم en même temps il est philosophe il est physicien شفتوا الحكمة ليست بقليل ولا تعطى لكل من أراد أن يكون حكيم. شعني فيها دي juste parenthèse وبرا يا جماعة. Alors si on aille plus loin donc on a une inhalation massive elle dépend de la densité de la substance. نزيدوها elle est aussi la concentration la dose inhalée, elle est fonction, ou la dose inhalée dépend de la concentration dans l'air, ce qu'on appelle le degré d'exposition, يعني أنا قداش قعدت درج ولا ساعة ولا même pas دقيقة. Le mode de ventilation, est-ce que قاعد نتنفس بفمي ولا بخشمي؟ tellement كان بخشمي donc ثم une façon de faire expirer ولا لهث et donc نجري donc rapidement ما تعداش من الفلتر هذا اللي يطول ويصفي وبعد يرجع وقت من هنا جي كور سيركويتي وتعدى ديريكتومون لو بومون. لانتنسيتي افكتيفمون دو لاكتيفيتي فيزيك مش كيما واحد قاعد هاز شكاره وطالع دروج يجري ولا يمشي خطوه خطوه. اي بوي سي جو بورت دي مويان دو بروتيكسيون مش كيما واحد لابس ماسك كيما واحد مش لابس ملابس. وهنا pour la dose inhalée et la fonction elle peut nous rappeler la situation à laquelle nous sommes en train de vivre par rapport au virus, le degré d'exposition, le mode de ventilation, لابس بافيت ولا مانيش لابس بافيت. Tout ça rentre dans notre démarche et dans notre physiopathologie. Et puis la susceptibilité individuelle, on a aussi des personnes, hommes, femmes, enfants ou bien vieillards, un adulte en bonne santé ou non. Tous ces éléments-là rentrent dans notre contexte. Même les ethnies fait des personnes sont rapidement touchées par certaines pathologies et d'autres non. Donc tout ça, on doit tenir en considération. D'accord. Chacun آخر. Alors, et là, je fais rapidement le passage. Alors, là maintenant, on arrive à la clinique et vous êtes les champions de la clinique. Attends, qui veut poser une question, je pense? Hémodynamique, cardiogénique. Très bien, d'accord. Alors, maintenant, connaissant la granulométrie, le degré de solubilité, le degré de pénétration, la susceptibilité individuelle, la dose, maintenant, on va répartir nos tableaux en 3 catégories.
Alors, tout ce qui est communément dit fièvre d'inhalation, vous allez les trouver dans pas mal de bouquins, ce qui est appelé la fièvre des métaux, les fièvres des polymères, et puis c'est ce qu'on appelle le syndrome toxique des poussières organiques. Et là, il est un peu particulier, ce qu'il faut trouver dans les forêts. Il y a les pneumopathies aiguës d'origine toxique, et là, en classe, un syndrome d'irritation, l'œdème pulmonaire lésionnel et le fameux syndrome de Brooks, que vous connaissez, le Reactive Air Dysfunction Syndrome ou syndrome aigu de détresse respiratoire, qui est une forme d'asthme, et c'est l'asthme qui est dit sans latence, sans intervalle de latence, sans période de latence, sans réaction allergique et qui ne nécessite pas des expositions répétées. Pour arriver aux bronchopathies chroniques, bronchite simple ou bien les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Ceci fait, alors, pour les fièvres, ce sont un groupe de syndromes qui est un syndrome pseudo-grippaux, et les fièvres des métaux, les polymères et l'ODES résultent d'une réaction inflammatoire qui n'a pas de spécificité et qui va induire des macrophages qui vont être au niveau alvéolaire pour libérer des médiateurs inflammatoires. En général, vous vous limitez à cette plaquette-là, notamment les 2 points, il survient 4 à 8 heures après l'exposition, après avoir fini son activité de travail, il peut venir vous voir vers 10 heures du soir avec une fièvre très très élevée, aucune explication, et qui la personne se sent dans un état de malaise général. حتى تو في البريود هذه يا جماعه يجينا حد يقول ظهر لي عندي كورونا كما نقولوا باللغه العاميه, alors qu'il a de la température, il frissonne et tout ça, mais en fait, il n'y a pas un comptage, il n'était pas avec soi, mais il a travaillé tout seul dans son atelier et il a utilisé peut-être une forge s'il est un forgeron, et en se précipitant pour sortir parce que madame lui a demandé de ramener du pain rapidement ou bien le couvre-feu, et il risque d'être arrêté par la police. Donc, il a éteigné rapidement sa forge. On dit كيفاش عمل sa forge, صب عليها الماء, شنو باش يطلع؟ De la fumée très importante, et ça pourrait lui faire certains aspects dans ce sens. Avec Alech, on va trouver un syndrome pseudo-grippal avec une température de 39 à 40, et en général, au bout de 24-48 heures, tout rentre dans l'ordre. On peut avoir parfois certains frissons ou des myalgies, des nausées. Vous voyez, des tableaux qui se ressemblent à ce qu'on appelle actuellement le syndrome du Covid. La fièvre de métaux pourra donner une sensation de goût métallique, mais c'est très très rare. Limitez-vous à ces 3 points, 1, 2 et 3. Et puis, généralement, les manifestations respiratoires sont très très modérés. À la limite, ils peuvent être type maux de gorge ou bien de la toux. Quelques cas qui vont être un peu plus sévères, une petite dyspnée, ce qui ne pose pas de problème. Donc là, un tableau très, très, très important à connaître parce qu'il fait de l'actualité, ce qu'on voit en train actuellement. Si vous faites votre examen, généralement, il est normal. Ça pourrait être limité à des crépitants. Ce que je fais là pour vous dire comment on explique. On ne le fait pas. Vous ne le faites pas. Si vous faites à la limite une numération formule sanguine, vous pouvez trouver une hyperleucocytose à polynucléaire, ce qui est expliqué par la fièvre, qui est précoce et transitoire. Mais elle ne peut pas vous amuser à faire un lavage. Mais là, pour vous dire si, donc comment on a pu comprendre, et on faisait un lavage donc mais d'ordre physiopathologique, vous comprenez, il y a une augmentation des polynucléaires dans les cellules. Le thorax, il est normal. L'exploration fonctionnelle, elle est normale. Et l'évolution généralement vers la guérison spontanée sans aucune séquelle et sans aucun traitement. Donc, j'aimerais faire marche arrière. Le malade, le patient vient vous voir dans les urgences dans un tableau grippal, une température parfois isolée, des frissons, des céphalées. Il n'y a pas des choses qui expliquent. Vous êtes passé revoir sa profession à la limite. Qu'est-ce que vous travaillez? Il dit,
voilà, je suis forgeron ou quelque chose comme ça, il y a une explication de ces fumées. C'est il y a 4 heures que j'ai fermé mon atelier vers 17 heures. Je viens vous voir, docteur ou doctoresse, voici qu'est-ce que j'ai. Et donc, vous portez le diagnostic rapidement et vous lui dites, rassurez-vous monsieur, prenez des paracétamol, calmez-vous pendant votre séjour de 24-38 heures chez toi et tout rentre dans l'ordre, pas de problème sans séquelles. On peut avoir un phénomène de tolérance dans certaines circonstances s'il y a les expositions répétées et fréquentées. Et donc là, ce qu'on appelle fièvre des métaux et ce syndrome avec la répétition de l'exposition peut faire disparaître ce phénomène de tolérance. Yann, durant la semaine de travail, on peut voir ce tableau et pendant le week-end, là, il n'y a pas d'exposition, tout se calme. Mais si les choses se continuent, après 10, 15, 20 ans de travail, on peut perdre cet intervalle de tolérance, ce phénomène d'apparition, et donc là, on aura ce type de problème. Dans le cas des fièvres de polymères, on peut avoir des œdèmes pulmonaires, voire une fibrose. Les fièvres de métaux, donc là, on peut l'appeler fièvre du lundi, ou bien des fondeurs, ou bien les soudeurs. Je m'arrête les doubles, certains produits peuvent en avoir des fumées. Et donc, les soudeurs, donc, voici les principales professions. Les étiologies en général, on a des oxydes de zinc, du cuivre, du magnésium, du nickel, de l'aluminium, du cadmium, du fer. Donc là, fondeur, soudeur, vous voyez là les profils de profession qu'on peut en avoir. On peut aussi penser parfois à des personnes qui ne sont pas des fondeurs, plutôt des soudeurs de profession, mais ils sont des amateurs. يعمل la forgeron ولا يلحم حويجات في الدار ومغروب. Pensez à ça, c'est ce qu'on appelle activité de loisir, pas forcément moi soudeur. Donc là اسألوا عندك activité de loisir ولا est-ce que vous faites du travail dans le noir, du black work, يخدم في النوار. ساعات عباد تلقاه في النهار يخدم تاكسيست وفي الليل بالعكس في النهار يخدم مثلا دهان وفي الليل يمشي يخدم تاكسيست يعاون روحه tellement الدنيا صعبه. Donc là il y a les activités في النوار ou dans le loisir, et puis une symptomatologie respiratoire qui peuvent faire des pneumopathies chroniques ou des pneumopathies d'hypersensibilisation comme diagnostic différentiel. Pour les fièvres de polymères, c'est très rare, mais dans certaines entreprises qu'on peut en avoir qui sont à faire le téflon, la sarche. Les personnes qui travaillent avec les polymères fluorés peuvent en avoir les fièvres de polymères, ou bien qui font à travailler les PVC, les polyvinyl de chlorure ou le polyvinyl de chlorure de vinyle. Et il faut faire attention dans les fièvres de polymères, la possibilité d'avoir des œdèmes pulmonaires lésionnels qui peuvent évoluer vers la fibrose qui a des conséquences irréversibles. Pour ce syndrome d'exposition aux poussières organiques, ce n'est pas l'alvéolite allergique extrinsèque ou tout ce qui est pathologie d'hypersensibilité pulmonaire. Non, c'est totalement différent. C'est ce qui est appelé aussi les mycotoxicoses pulmonaires, c'est-à-dire des syndromes respiratoires pulmonaires secondaires à l'exposition à des organiques type des mycoses. Par exemple, dans les champs et dans les forêts في nord-ouest, في ديك القشره كي تمشيو تتفرجوا انتم مع السيجاره نتاع الخفاف du liège, vous pouvez trouver de la moisissure. Et وقت ماشي ينحيو la récolte du liège peuvent faire dégager des mycoses. Là, on peut penser. Donc, là où vous êtes installé, vous devez raisonner. مش انا في الشمال باش نلقى une pathologie موجوده في السود ولا العكس ولا في السود نقولوا لا peut-être dû au certains mycosiques. Donc faites attention. Et donc là, les histologies, c'est une exposition unique, massive, et elle va donner des contaminations par des spores. نجم نلقاو le même problème في des silans là où on a fait ravitaillement de notre récolte de blé au Mantabahannesh, et vous avez actuellement une comment dirais-je
les journaux actuellement parlent de ce blé qui était mal importé ou cet produit qui est contaminé de blé. Ça peut être à l'origine de spores fongiques et on aura des endoxines. Les professions, donc là vous avez tout ce qui est chargement de silos, tout ce qui est fermentation de végétaux, tout ce qui est manufacture de coton, là où on peut trouver des choses organiques, tout ce que personne qui fait couper le bois, mais au niveau de l'Europe, chez les Canadiens aussi, ou bien les personnes qui font la récolte des champignons. Ça va jusque-là? Monsieur, je m'en ai silo. Oui? Monsieur, je m'en ai silo. ايش معناه السيلو؟ كي تبدا طالع على تونس ما تمشيش على الاوتوروت، امشي على الجي بي ان بحث سيدي صالح ودخان، ولا ساعات في التران وين يقف هذوك اللي يحطوا فيهم القمح، ولا انت طالع على الشفار وقت مش ندوروا ندخلوا للشفار مش ناخذوا هكاك القنطره تمشي يمينك دي سيلون هيك مو المخازن نتاع القمح. داكوغ؟ داكوغ ميرسي. هذا هما ديجا وقت يبداو مسكرين ويتحلوا تصير ثم دي شامبينيون باسكو كيلكو شوز دو كلو الهواء يفي ديجاجي هذوكم et là ça devient un peu toxique pour toute personne qui rentre. Avant d'entrer il faut l'aérer ورد بالك زاد تشعل الضوء خاطر elles peuvent être à l'origine ثم دي غاز خاطر ثم ديجاجمون دي غاز وقت تشعل الضوء il peut faire de l'explosion. هذاك علاش لي سيلون وقت يتحلوهم نخليو الساعه تصير aération ومن بعد نشعل الضوء باش نجمو نشوفوا شنو ما فهمناش. Donc là aussi ce sont des mesures de sécurité. Je fais parenthèse à la foulée pour vous en parler. Pour les pneumopathies aussi maintenant aiguës d'origine toxique, donc on a un grand nombre de substances, des gaz, des aérosols, et en général, ils vont être fonction de la sévérité et du site de dommage, qui est fonction de la concentration inhalée et des caractéristiques physico-chimiques du composé. D'accord? Les trois tableaux, syndrome d'irritation, œdème pulmonaire lésionnel paradoxal non cardiogénique qui me parle. Et puis, vous avez votre syndrome de détresse respiratoire aiguë. Là, on a des substances hydrosolubles, donc la réaction inflammatoire sur des muqueuses ARN rapides, et on a des symptômes primaires faciles, on peut les deviner d'alerte, on peut faire sauver notre personne, et puis peuvent être à court ou moyen terme, comme elles peuvent être avec des conséquences relativement graves. Alors, voici les signes qu'on peut en avoir, des simples toux, rock avec des douleurs rétrosternales, il est parfois nous faire confusion avec une angine de poitrine, mais le contexte des signes d'irritation de notre muqueuse, oculaire, nasale, digestif, et tous ces éléments-là tiennent en considération. Toujours, méfiez-vous de ce phénomène de tolérance avec les dioxydes et le monoxyde d'azote. Ceci n'empêche qu'on peut avoir conjointement le problème d'un risque infectieux qui peut se greffer pour certaines personnes qui sont susceptibles d'avoir une greffe chimique, une greffe infectieuse sur la pathologie respiratoire et nous fait induire en erreur sur la voie respiratoire, alors que la respiratoire infectieuse, elle est purement secondaire qui est greffée. Voilà. Après le reste des éléments là, pour l'œdème pulmonaire résionnel, je vais être plus connaisseur que vous-même, que vous êtes maintenant validant du certificat de pneumologie donc, et en réanimation avec toutes les conséquences graves et notamment la lecture radiologique qui montre des opacités réticulaires et les gaz du sang qui montrent une hypoxie avec une hypercapnie. Les étiologies maintenant à connaître dans ces œdèmes pulmonaires lésionnels et qui sont très fréquents, le chrome, le cadmium, ce sont des métaux, hein, et les magnésiums.
Les organophosphorés, si on parle d'organophosphorés, ça veut dire les agriculteurs, le milieu agricole, il est à l'origine de plusieurs pathologies dans ce sens. L'ammoniac, et c'est le paraquat qui est à l'origine. Les isocyanates, c'est un produit très fréquent qui est utilisé par exemple dans l'industrie de la mousse et particulièrement les matelas actuellement artificiels. Parfois, vous préférez ce type de matelas. Je vous dis, gardez le matelas en laine que vos parents vous l'avez fait lorsque vous étiez petit, plutôt qu'utiliser les isocyanates, avec les conséquences qu'on peut en avoir par rapport à tout ce qui est attitude du rachis. Le téflon, on peut avoir une guérison sans séquelles si on a été dans les premiers jours, mais l'évolution peut être aussi mortelle. Mais le plus important et le plus grave, c'est d'avoir des conséquences séquelaires lors de la guérison avec des bronchiolites oblitérantes et de la fibrose qui posent à vous des problèmes. Je vous apporte maintenant pas de plus pour ce syndrome respiratoire qui est par définition des crises d'asthme sans intervalle de latence, sans des réactions allergiques à un produit suite à une exposition d'emblée, pas de mécanisme d'allergie et se manifeste, mais pour le retenir, on doit en avoir certains critères à appliquer qui sont devant vous partant de l'absence de manifestation respiratoire préalable à l'exposition unique à l'agent, la concentration et le pouvoir irritant, l'apparition dans les 24 heures par rapport à l'exposition qui persiste au moins 3 mois pour en dire que c'est un asthme, et la manifestation, c'est un tableau d'asthme, la personne devient en avoir cette dyspnée sifflante expiratoire, des troubles ventilatoires obstructifs possibles de les avoir, et une hyperactivité bronchique nasale non spécifique, elle est positive, et on élimine autre cause à l'origine pulmonaire qui explique ces éléments-là pour pouvoir retenir. Donc, ce sont des critères obligatoires à en avoir pour retenir, et ce n'est pas facile de classer la personne dans ce type de syndrome si on n'a pas toutes les informations et tous les critères qui sont validés. Maintenant, on a les aspects faibles classiques, ce sont les bronchites simples ou bien les BPCO. Et là, vous avez peut-être l'occasion, lors de votre passage en pneumologie, voir des personnes qui sont, par exemple, des grands tabagiques, ils ont ce type de pathologie de BPCO qui nécessite des prises en charge très particulières et qui peut parfois nous induire en erreur, dire que peut-être un asthme, alors que surtout, يحكيوا تويك بعض الناس كبار يقول لك جاته الفده في الكبر. فده في الكبر في 70 و 80 سنه, c'est pas de l'asthme, c'est du BPCO. Alors, les étiologies, je vais être un peu simple, facile et schématique. Ce n'est pas à apprendre, c'est à avoir à l'esprit. Yani, si on aille sur les 3 types de tableaux, donc les fièvres des métaux, les fièvres des polymères, voilà, tout ce qui est organique. Alors, en milieu industriel, on a tout ce qui est fondeur et soudeur, système du zinc ou du cuivre. Si on est dans une industrie, c'est l'industrie du téflon. Et si on est dans le milieu agricole, c'est les silans, c'est les poussières de coton et du bois. Donc, on est plus vers les silans. Les jemans les tartes de silonnettes. D'accord? Ça, les fièvres d'inhalation, c'est ça. Si on est pour des pneumopathies aiguës toxiques, chômage les types de tableaux que vous pouvez en avoir, syndrome d'irritation, œdème lésionnaire ou le syndrome de Brooks. Fait le milieu industriel, voici la gamme. Et gardez en mémoire ce produit-là qui est irritant à créer une forme d'allergie un peu particulière et donne l'asthme. Le cadmium et l'ozone, surtout les personnes qui travaillent, comme de soudure à l'arc, c'est pas l'oxyde. Et vous avez en milieu agricole tout ce qui est poussière de l'atmosphère, quelle que soit elle donne l'irritation, mais au niveau des silans et tout ce qui est industrie agricole avec tout ce qui est pesticides type paraquat. Comme on peut avoir un incendie, et là, tout est possible. On peut aller d'un simple
syndrome d'irritation, jusqu'à l'œdème pulmonaire lésionnel. Qui a levé la main? Il a la parole. Vas-y. Monsieur أنا حبيت juste نسألك معناها هذوما سباقك شكونك أنت؟ أنا سيرين. أنت سيرين. هاي لله. monsieur قلت لك واش هذوما مش ما نحبوهمش. تلاعب ما تقصنيش على حاجة كده. أنا قلت لك c'est pour vous, c'est ce qu'on appelle un schéma et une synthèse des choses à avoir à l'esprit. ما عندك ما تحفظ يا بنتي. Là, c'est pour à l'esprit. On fait une petite synthèse en bas. D'accord. Les bronchopneumopathie chronique, kiff, pour avoir de l'esprit. Comment on vous fait synthétiser les choses? Yani, à travers la physiopathologie qu'on a نجمو نعرفو غادي ومنها هي نسألك وانت تجاوبني وقت تعيط les connaissances de pneumon بتاعك, les connaissances en réa, en كذا, vous arrivez à répondre à les questions. سهلة مهلة, d'accord? Donc, ne compliquez pas la vie. On est très horizontal. Donc là, kiff. Si on est dans un bronchopneumopathie chronique, elles peuvent avoir une relation 100% probable ou la possible et ça dépendra des choses. D'accord? Pour le traitement, alors là, c'est une urgence vitale. Si vous êtes dans le terrain, il a les gestes de faire d'urgence, ne faites pas la place de réanimateur, laissez nos collègues urgentistes, réanimateurs qui font leur travail. Je ne suis pas mieux qu'eux, mais à la limite, sur le lieu, c'est ce que vous faites. Retirez la personne, mais le blas, elle fait à la fumée. Si tu as une possibilité d'une source d'oxygène, ou de lui donner le maximum de volume d'oxygène à 4 à 6 litres. Et puis, si vous, dans votre trousse, l'imkaniya de lui faire de bêta-adrénergique parce que tu as un bronchospasme, faites-le. Le baqi, c'est au milieu hospitalier, à ne pas toucher. Je ne vous dis pas plus parce que nos collègues, les réanimateurs, connaissent mieux que moi et que vous qu'est-ce qu'il faut faire pour ce type d'urgence vitale. Alors, qui me concerne moi sur le côté prévention, on a ce qu'on appelle la prévention technique, c'est que quel produit on arrive à le remplacer, c'est ce qu'on appelle substitution, parce que le process le permet, tant mieux. Wart a le risque, on peut le réduire, mais on passe au palier, c'est qu'on ajoute des éléments de protection, c'est que nous à distance, avec des ventilations au niveau des grands ateliers, ou à l'installation, je mettrai de l'étiquetage, je fais des précautions à la manipulation, j'insiste sur l'hygiène générale. Et si, en plus de la protection collective, je n'ai pas arrivé à résoudre, je passe à la protection individuelle. C'est ce qui se passe actuellement par rapport au Covid. On ne connaît pas, on n'a pas pu l'éradiquer, on n'a pas des moyens collectifs parce qu'on n'a pas eu le temps, et donc on était heurté à aller prendre des protections individuelles, notre masque, les visières, l'aspect draconien lorsqu'on rentre avec des blouses, des surchausses et tout ce que vous voulez pour y être face à ce danger-là. Pour la protection individuelle et les fonctions du produit, tout dépendra de l'activité. Avec est-ce qu'on utilise des appareils d'isolation, des appareils de filtrant, tout dépendra de ce que vous avez à faire. Mais là, c'est pour votre culture générale. J'insiste là pour dire qu'il m'intéresse pour moi que vous êtes dans la salle d'urgence et vous arrivez à faire la nuance avec une synthèse horizontale. Pour le côté prévention médicale, on essaiera de faire une détection précoce par des visites périodiques ou des visites d'embauche. Là, c'est le cas si on est dans une consultation de médecine du travail, par un examen, faire une exploration de référence à zéro à l'embauche. Je ne pas dire que s'il développe, on peut comparer. Un bilan selon le produit manipulé. Si on a du cadmium, on peut faire un bilan rénal parce qu'il fait une toxicité rénale. L'examen clinique classique. Et puis, s'il y a dans les antécédents des personnes à écarter ou bien à dépister, s'il a un terrain topique, s'il a des antécédents respiratoires, s'il a dans son passé une exposition un peu particulière, tous ces éléments-là, mais à l'écart ce type de personnes. Et puis, on fera une surveillance. Là, c'est un peu particulier, c'est pour votre culture générale. Ne vous embêtez pas par ce langage des VME, VLE, mais ce sont des techniques qui permettra de mesurer ce qui existe dans l'atmosphère de type des produits qui sont en suspension.
Et là, il y a des moyens un peu particuliers. Peut-être on aura l'occasion, habituellement à l'amphi, les années précédentes, je passerai avec mon matériel, mais là, c'est un peu particulier. Je pourrais peut-être tout à l'heure partager avec vous des photos et des petites séquences vidéo qu'on a enregistrées, que je vais vous montrer. Et puis, il y a ce qu'on appelle la biométrologie, c'est qu'on dose dans des produits biologiques type urine, qui est le plus simple, dans les cheveux, dans d'autres produits, les métabolites d'exposition à un produit qui, sa présence, explique et reflète que la personne a été exposée à ce produit. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le milieu professionnel, en milieu du travail, mais aussi il y a la police technique peut doser des produits si quelqu'un a été intoxiqué par un produit X ou il a été fait donner de l'ecstasy ou bien il était exposé à un poison particulier. Donc, on connaît un petit peu l'alliance dans ce sens. Pour réparer, ça n'a pas de grand-chose. Malheureusement, on a resté toujours à réparer ce type de pathologie par deux lois que vous avez l'occasion peut-être avec mes collègues de voir, la loi 94-28 pour le secteur privé et la loi 95-56, qui sont deux lois pour moi, sont relativement vieux, parce qu'un texte de loi qui dépasse 10 ans, maintenant il doit être révisé, là ils ont plus que 10 ans, maintenant plus que 20 ans, et ils vont être réparés selon le régime des accidents de travail et des maladies professionnelles. La question qui se pose, ils vont être pris dans le cadre d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Certains seront pris dans le cadre d'un accident de travail lorsqu'on n'a pas des tableaux de réparation de maladies professionnelles et d'autres seront pris en cadre de maladies professionnelles comme les poussières des carbures métalliques, et là la liste est indicative, la fabrication ou la transformation ou la taille par des diamants, avec le diamant, un tableau 42 comme l'isocyanate organique, qu'on le trouve dans les vernis, dans l'école polyuréthane, tout ce qui est peinture. Pardon, il y a les métacrylates de méthyle, il y a les pesticides. Donc là, tous ces tableaux-là, lorsqu'on a une exposition aiguë, unique ou un de ces produits, il sera pris dans le cadre d'une maladie professionnelle, et non pas d'accident. Et vous pouvez le prendre dans le cadre de l'accident de travail. Je m'expliquerai. Pareil, il y a les poussières végétales, les bronchopneumatiques chroniques obstructifs, avec une liste limitative, avec une co-infection possible. Il y a les céréales, les farines, d'autres poussières. Il y a le tableau 57A. Et demain, vous permettra d'en savoir. Est-ce que vous m'avez compris ce que je voulais faire passer comme message à Alain? Ou je m'explique? Qui a compris? Qui pourra m'expliquer ce que je viens de dire? Elias, هلا سيرين دكتور معناها هاي معناتها سواء كان نلقاهم في لي تابلو هذوما نتاع لي مالادي بروفيسيونيل ça sera considéré comme maladie professionnelle sinon ça sera comme accident de travail et réparé selon mental. وعلاش هما malgré ils sont accidents ou la maladie professionnelle, on peut les prendre maladie professionnelle malgré qu'ils ont une exposition unique et accidentelle. مش حتى exposition unique et accidentelle, on peut مش نعتبره كان accident او il est manifesté d'une manière accidentelle. لا استنى شكون يا جماعه qu'est-ce qu'il a? Si on dépasse le délai de prise en charge, l'accident est pris comme maladie professionnelle. جوهر يا جوهر ترى اسال سؤالك اوت فوا باش الجماعه الكل تسمعك ترى يا جوهر. Oui, monsieur, juste, exprime-toi. Juste, est-ce que l'accident est pris comme maladie professionnelle si l'employeur ou le malade n'a pas déclaré? Est-ce que tout accident va être pris comme une maladie si on dépasse la délai de prise en charge? ما فهمتش سؤالك يا هيك يا عاود يهديك. إذا كان un malade n'a pas déclaré, n'a pas respecté le 7 jours, par exemple. L'accident يولي يتحسب comme une maladie. هكاش حبيت تقول لنا. لا يهديك. شوف أصلا قلت لك
Ce sont, en milieu professionnel, on a deux catégories de réparation. Il y a un aspect dans le cadre d'un accident ou dans le cadre d'une maladie. Dans les situations de les bronchopneumopathie chronique, les bronchopneumopathie chimique, l'exposition généralement elle est aiguë et accidentelle et massive. Aigu et accidentel, c'est accidentel, c'est un incendie. Dans l'esprit, mais accidentel et c'est une exposition unique, je vais le prendre comme un accident de travail et je le répare. Clair, logique. Mais dans certaines peuvent être pris malgré c'est une exposition unique. Je répété, accident ou les maladies, elles se répètent plusieurs fois, l'exposition. Certains produits les poussières de carbure, les ocyanates organiques, il fait tableau 42, l'exposition, elle est faite une seule fois avec une exposition très massive, mais la personne, après un intervalle de 24 heures, il commence à développer une pathologie asthmatiforme qui a duré 3 mois. Lorsqu'on lui a fait l'interrogatoire, un passé ou l'atopie de pathologie allergique respiratoire, ma famille d'autres cas, là, il sera pris dans ce cadre-là. Au-delà de ces listes, l'alternative, où je lui donne droit à la réparation, les composantes accident de travail. Elle paraît, vous confondez un petit peu, je parlais à délai de prise en charge. Délai de prise en charge, c'est la dernière fois où laquelle la personne a été exposée à ce produit, qui est le cas, il maximum, il y a des sabaïens, où j'ai à la elle ne sera pas reconnue par rapport à la dernière exposition. مش معناها ما تعدد شهرين ولا نمشي l'accident حتى l'accident عندك un délai de 24 à 48 heures à déclarer. Et si vous dépassez ces délais, même l'accident ne sera pas reconnu, pas pris en charge par les commissions de réparation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, bien compris, monsieur. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris la nuance? Ce qu'a dit votre collègue, vraiment, elle était schématique. Donc, on a une liste, c'est une prise, de maladie du point de vue médico-légal. C'est un incendie et c'est un parcours accidentellement massif qui a développé une maladie. C'est la physiopathologie, c'est la science. Maintenant, même l'aspect réglementaire, c'est de la science juridique, mais je veux dire, le côté scientifique, médical. Pour la réparation, est-ce que je vais le considérer comme maladie professionnelle? Même si je fais les tableaux, est-ce que ce produit-là, موجود ou là où il est موجود, est-ce qu'il répond à la deuxième colonne du tableau, les délais de prise en charge, ou est-ce que les travaux sont dans une liste indicative, يعني من هذا وما شابههم, ولا une liste limitative, يعني إذا en dehors de cette liste-là, je ne prends pas ce type de tableau. D'accord? Pour le coton, pour tout ce qui est bronchopneumopathie chronique obstructive, les poussières textiles, كما نقول مثلا عباد تخدم في قصر هلال، إذا ما عندوش 5 سنين معناها عنده يمشي في يده 5 سنين ما عندوش باش نقولها مينيموم خدمه 10 سنين معناها مينيموم d'exposition 10 سنين, elle ne sera pas prise en considération. Ça, c'est le côté légal, c'est la profession par rapport à la texte réglementaire. D'accord? Donc là, c'est le premier point de nuance. Alors, pour finir, au moins le volet théorique, et j'ai quelques peut-être diapos ou des radios, je pourrais vous en parler. J'insiste bien que la pathologie respiratoire toxique peut aller d'une simple fièvre jusqu'à des pathologies très lourdes, type œdème pulmonaire lésionnel, qui est non réversible, ou bien l'SDRA. Il faut avoir à l'esprit cette physiopathologie, cette granulométrie, ce degré de solubilité et la susceptibilité individuelle pour pouvoir balancer entre la sévérité et la gravité des conséquences et surtout quel type de traitement. La prévention reste
exclusivement médical, mais le volet technique, ça c'est le côté, on va dire, du spécialiste médecin de travail. Vous avez peut-être intérêt à en connaître, mais je ne vous apportera pas grand-chose. Voilà, c'était ça ce qu'on pourra vous en parler sur ce volet de ce type. Ça nous permet de comprendre qu'on aura de la pathologie, qu'on aura des informations relativement faciles à acquérir. Faites ramener ces informations-là. Et voici, vous voyez des exemples. À travers cette panoplie de pathologies, on peut aller d'un simple fièvre, d'un syndrome pseudo-grippal, qui pourra peut-être nous aller induire à corriger notre démarche diagnostique parce qu'on a pu comprendre que ce n'est pas si grave et si simple. Voilà, sur cette base-là, je vous remercie pour votre attention et là, on aura à clôturer cette première partie-là. J'aurais à vous montrer maintenant quelques diapos, quelques radios pour enrichir les connaissances qu'on vient d'apprendre. Mais si vous avez des questions en dehors de ce que vous venez de poser comme question, la porte est ouverte à toute question. N'hésitez pas à m'interroger et m'interrompre. D'accord? Monsieur? Oui. Monsieur, سامحني برغي ما زلت ما فهمتش علاش احنا on a considéré les bronchopneumopathie معناها chimiques, quelques bronchopneumopathie chimiques en tant que maladie professionnelle مش accident malgré اللي هما aigus. Et c'est le législateur, qui a fait que ce type de pathologie est considéré comme maladie professionnelle. ارتأى المشرع التونسي وقال ICD اللي هم exposés aux isocyanates ما همش الكلهم qui vont être pris en considération. Et là, ça nous permet de comprendre. يعني مش أنا معناها جيت توا كعماد قرقوري ولا طبيب مهما كان قال إيه بنا نحطها هكا. لا، هو أعطاك الفرصة بفهم. هي سي انستالاسيون elle est aiguë. C'est vrai, elle est dans un volet purement accidentel. Elle est en conséquence d'un incendie ou d'une explosion. Tout à fait d'accord, Marc. Et elle a l'aspect purement accidentel. Mais là, elle pourra évoluer au toile chronique. Elle pourra, c'est, on va dire, il a se projeté dans le futur que l'exposition, elle peut devenir maladie chronique et elle aura des conséquences lourdes sur l'état de santé de la personne en question qui était exposée. Et du coup, on va lui donner chance pour qu'il puisse être pris en charge correctement. Et la philosophie du législateur et l'esprit de la réglementation qui prend en considération dans ces démarches-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, merci. Très bien. Attendez que je cherche un autre petit document. Voilà. Bon, on va commencer là par... Très bien. Allez, on va la partager. Et j'espère que vous allez tous participer. ICD. Voilà. Je vous montre cette exploration fonctionnelle. ICD. Qui pourra la lire déjà en commençant par la courbe, une lecture visuelle. Je pourrais vous dire, c'est un monsieur qui avait la cinquantaine, qui est de grosse taille quand même, 1,80 m pour un poids de 90, et il était fumeur, ça va de soi, mais en même temps, il a travaillé en tant que prothésiste dentaire. Il faisait fabriquer les prothèses dentaires. Il a commencé pratiquement de jeune âge, de 16 ans, donc là, facilement, il a trentaine d'années de carrière. نبداو بهذا وبعد باش نزيدكم au niveau de la pathologie. نبداو ساعه بالاكسبلوراسيون فونكسيونيل. Qui voulait l'interpréter؟ ما تخافوش يا جماعه، راني
Ça vous permet de réfléchir les mémoires et c'est l'occasion, peut-être, si vous n'avez pas vu des explorations, c'est une opportunité. Il a l'air normal. Elle a l'air normale. هذا رأيي. وكي ترجع تشوف الكورب نتاع قبيلي مش الساعة قلنا شكون اللي قال لي على l'air نورمال؟ Moi. شكونك موا يا موا؟ Fatma. يا فاطمة أنا ما نشوفش هكايا خاطر ما تظهروليش تويك أنتوما. استنى نشوفك عتبنا نحل الوحيدة نتاعي باش نعرف. شكون اللي قالت موا؟ تفاحة فاطمة. أهلا وسهلا. هاي شوف يا لالا الساعة كي قلنا النورمال لازم الكورب تمشي هكا واش قلنا كلاش فما كرش تخرج من هنا وهذه عندها كرش ولا ما عندهاش؟ Ah non. كونكاف ولا كونفكس؟ كونكاف. اي دونك اش تجي تقول؟ Une légère obstruction. تجم؟ ما تخافش فازي. Une légère obstruction. باهي وشنو اخر تجم تكون زاد؟ ميكس. باهي كي نقراو توا هذا ماي هاي تفاح ها عندك الكاباسيتي فيتال ها عندك الرابور في ام اس ها هما دي او بي 25 دي او بي 50 75 Inférieure à la normale. Légèrement. تايزين عاد توا قال لي عبر لي ما نوريك في باهي شكون اللي قال هذا لينو ولا ما نعرف عليه لينو سوني توا عندنا هنا اوديو معالج ولا شو واحد يقول لي سيندروم اوبستركتيف ولا يقول لي ميكس شكون لينو وقلنا نحطوا الاسامي يا جماعه باش نعرف كيفاش نحكي معاكم يا لينو يا ميكس شكون قال ميكس سوني شايف هاي التفاح هاي خليني انا وياك شانا فيه بك يخسروا كان هما Oui. يلا ترى هذا تيوريك هو هنا كيسكي لا مرة وثاني مرة هذه الماكينة باش تخرج هذا اون دو افوار هاك ترى باهي باش نزيدك واحدة أخرى هاي شوف هذه وين الداتا نتاعها هي أخطأ تعملت هذه دونك هذه تعملت لينيسيال من بعد après une année السيد عاونا له EFR شو لقينا ترى أوصل الكورة بهذه ورجع لي الكورة بهذه l'abscisse les axes de l'abscisse les ordonnées presque 6,5 هنا تحت السيس ولا فوق السيس يا تفاح بس تحت 6. السيس هاي دونك شو صار للكورب ريدكسيون افلاتيسمون هي شكون سوني ولا شكون اللي قال donc on est dans un syndrome ميكس الثانية حتى لو ولاني tu peux en deviner que ثم un aspect mixte على خاطر شويه ولا محاله هنا هبطنا ما هي الكورب ما هياش بعيده ياسر بدا فيها نقص مي كي تقرا في لي فالور tu peux en deviner c'est très واحد très limite et ça donne ce type d'action خلي هذا هنا باش نرجعوا تاع حاجه اخرى هاني باش نرجع بكم بشويه بشويه pour faire réfléchir sur des questions d'ordre alors page de garde واش هذا شكون باهي
Là, elle ne donne pas ce que j'ai besoin. On va dire. Ouais. Ah, c'est bien. J'essaie de partager. J'essaie de partager. J'essaie de partager. Oui. تظهر عندكم ولا؟ Non. لا دقيقة ما عرفتش الفيشي أنا بارتاج خليتها من محل دو راديو أنا عندي برشا فيشيات محلولين هذا علاش فوالا دورت عندكم ولا؟ Oui. باهي كي تشوف راديو كيما هذه تشوف فيها ترى ساعة قبل اسكو vous avez à l'esprit les critères ولا قداش هو ساعة من critères pour lire une radiographie thoracique شكون يعرف؟ Critère d'une bonne radio, معناها. réussite باش نجم نقول الراديو هذه نجم نقراها وش هما لي روبير نتاعي ترى واذا ما عندكمش فكره مش مشكله المره الجايه peut-être on aura l'occasion de se rencontrer peut-être vendredi جاي هذا ولا lundi يكونوا عندكم حاضرين ايش قلت لازمها تكون centrée symétrique. هذه هاي سونتري ولا مش سونتري هاي عندنا هاي الرشيش واقفه هنا هاي كلافيكول منا هذا الكود نتاعك تعدي روحها تقول انت ريوسيا 90% بعد نعديو هاي شو اخر Les coupoles diaphragmatiques. لي كوبال تيباني صورتها انا هي سكانيتها مش سكانيتها انا صورتها بالمصوره دونك عندك الحق احسن من الموجودين لي كوبال ديافراغماتيك مريقلين والبوش جاستريك موجوده هاي شنو اخر ما فماش شوفو ولا ان اوبري داكوردو راجل ما عنده حد شيء وكان امراه سوتيان ما فيش شكل حديد وكذا واحده وكان يدبك الدورين نحيناه وكان يسلسل ولا ليه نحيناه هاي كوادر خلينا تحسبوا ولا شكون كتب ايش كتب ترى اون انسبيراسيون اي 7 كريتير باهي شو ايوه شكون لو نوفو لو براتيكاج هاد 7 كريتير هاي لو نوفو شكون لو نوفو هذا ايوه تعرفوا سي جوغي الكور الفوندردي ولا حاجه مش حاط لي ما يحطش اسمه جو لو في ميتر dans la salle d'attente je veux pas avoir des anonymes شكون لو نوفو يا ودي تكلم تياتم 7 كريتير هذا باهي هاي شو تشوفوا في الراديو هذه تمشي حاجه تظهر ولا شيء لا يا قمر يا قمر وي ترى الراديو هذه فيها شي حويجه سي با تري كلير ما تسالش كي تظهر هوني تمشي حويجه هنا تظهر لك ترى هاي وهنا les opacités périhilaires كيفاه opacité périhilaire او ليلو قال syndrome interstitiel ما حبش يقول لي شكون هذا اي برا اي لو l'aspect un peu moucheté qui est dans les bases زيد اوكي Hyper clarté. Hyper clarté. اي شو اخر emphysème. هذاك وين الانفيزيم الفوق متفاهمين انفيزيماتور وعندك هنا لي بتي اسبي جرياتر باهي ترى نقدموا شويه ترى هاكم تحكيوا على الكوبال والوحيد هاكم يا سيدي هاكم كاملين هاكم هذا باسكو لا بيرسون اللي تري لونجوليني وها دو كوتي غوش كي تغزروا الشون هذا بارابور للشون les apex par rapport au cul de sac
nuage كيف هنا l'hyperclarté وهنا ثم des petites aspects mouchetés en rapport avec un syndrome interstitiel. عندنا الكلارتي لهنا وعندنا هذا لهنا. Il est concordant avec l'exploration fonctionnelle ولا؟ الو Oui. معناها ويش يعني ترى؟ عندنا قلتوا لي راديولوجيكمون ثم syndrome interstitiel وقال واحد من الاولاد ثم des hyperclartés en visimateur ولا شكون قال؟ اللي هنا يمشي avec l'obstructif وهنا يمشي مع l'obstructif. Donc عندنا le syndrome Mixte. la concordance entre l'exploration fonctionnelle et l'OLED fait partie de l'examen clinique et la radiologie. D'accord? دقيقة نلقاكم شي حوايج أخرين. مش نلقاكم شي عندي مازال. بون. رست. يا جماعة alors je partage maintenant. نريد أن تقبلي والله أن تقبلي تقبل الله. واش هاي موقنها هاي تظهر شي حاجة عندكم ترى ولا؟ Oui. ثم partage d'écran hein. أيوة. وهذا qu'est-ce que vous voyez dans ce champ-là à gauche? Qui pourra le lire cette radio ouais? Je pourrais vous raconter, c'est un monsieur qui travaille dans une entreprise de fabrication de mousse et en même temps une entreprise qui a commencé au départ à travailler dans une entreprise de peinture. Mais هذاك تنوريك بعد لو فير عطيني الساعة الراديو كي تغزل cette radio واش فما هنا الاسبي هذا من هوني à gauche relativement le lien Qui pourra lire يا هلا تراها اقرا لي هذا تظهر لك شي حاجة هنا في لي باروا Opacité. واحدة لو كور هنا Des opacités. l'opacité oui Périhilaire ou voilà pleurale et donc. Des lignes de Carlet. وي امشي اي هات بعد وي زيد زيد بلوريزي عينها قلت لكم عن اسبي ريتيكولون نودولار اللي تشوفوا مهم هكا مشتي صغيرات دون وين ثم لي كوت هنا ادروات اي اغوش اللي هو سي لو syndrome interstitiel dans l'exploration radiologique en radiologie تشوفوهم هكا هو غزل شوفوا يا جماعه شوفوا هنا في البومون دروا هذا في البارتي اللي باين لي كوت الى لا قاعدين تشوفوا ولا كيف لوتر بومون
c'est le syndrome interstitiel par excellence, qui s'est constitué suite à une exposition massive et qui était par un œdème lésionnel. Et là, oui, on a fait un niveau de gravité. Oh, quel niveau de gravité, Yajma? Par rapport à l'élève Rbili. Je crois qu'on a trois classes. Les bronchopneumonie chronique obstructive bronchite, on a le fièvre d'inhalation, on a le troisième. Oh, allô? Je vais me خليتوني. Pneumopathie d'origine toxique. Et donc, toujours garder à l'esprit d'avoir un syndrome interstitiel مشاتيك حاجة كيما هكا. باهي مريق هاي سيدي ها مش مريق حويجة أخرى. Et qui pourra me dire c'est quoi هذه؟ Tout de suite, Stéphane Zmen. Je la fais partager. Voilà. Le tableau est Excel. Lorsque vous ayez quelqu'un jeune, dans une entreprise de fabrication de mousse, c'est un chef d'atelier, il a une ancienneté de 10 minutes, de 10 ans. وعطيناه un appareil تراه تجموش يطلعوا شنو هالاباري وتشوفوا هالتابلو اكسل هذايا تراه. Qui parmi vous il était dans un stage en pneumologie? Normalement il le connaît. اللي هو absolument, c'est Mohamed Amran. Et le nouveau aussi fait des bimétries de pointe, ou bien ce qu'on appelle un picflomètre. Donc on peut donner à des personnes les cadres de cette pathologie pour savoir s'il était vraiment avec des variations dans l'activité début de semaine ou fin de semaine avec les week-ends. Un petit appareil qui va souffler là-dedans et suite à avoir soufflé, il pourra enregistrer et après on fera des constructions de courbes pour voir surtout ces différences entre les moyennes de brut et entre les moyennes de jour de travail et expliquer s'il y a une différence ou non. Et là, si vous voyez, regardez la moyenne brute et pour des jours de travail et ces différences montrent qu'il y a une réduction de ses capacités vitales. Je vous montrerai dans une séance future les outils et surtout des courbes plus construites qui font ces différences de distinction. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer en plus dans les documents que j'ai remis aujourd'hui? Voilà. Donc, vous avez ces formes chroniques qui ne posent pas de problème dans le diagnostic. Le plus important de connaître à l'esprit ce syndrome de détresse respiratoire aiguë, l'œdème lésionnel non cardiologique et les syndromes d'irritation. Si les fièvres toxiques, les fièvres de polymère et les fièvres d'inhalation peuvent faire des phénomènes de tolérance, faites attention dans votre conduite parce que si vous passez à côté, là, vous mettez
en jeu le pronostic vital de la personne, notamment dans ces pathologies qui sont très très délicates à manipuler. D'accord? Et puis, là, c'était des passages d'étiologie, notamment au niveau de la description de cette information. Ça vous va jusque-là? Oui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition maintenant. Sinon, normalement, je viens de recevoir un mail. Je pense qu'on aura le 27 de 2 à 4 aussi, on sera ensemble et je ramènerai 2 cas avec le cours qui vont charger. Qui voulait avoir des questions, même si en dehors de cours d'aujourd'hui, hein, je pourrais vous répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des cours auxquels vous avez participé et vous aimeriez avoir des interrogations, je pourrais vous répondre. Yakmar, Yahel, j'espère que ce n'est pas l'assistante du service. iPhone Asus صدام يا نصاف يا مريم يا أميمة. Est-ce que vous avez des questions? Voulez-vous poser des questions? Non, c'est bon, docteur, merci. Non, c'est bon, docteur. Tout est clair. Voilà, واضحة. Oui, merci. Beaucoup, docteur. Parfait. Merci beaucoup pour cette attention-là. On se verra vendredi prochain pour un autre cours. Essayez d'être plus dynamique avec ce que j'aimerais vous présenter. Prenez les paroles, ne répondez pas toujours avec des écrits. Ça nous donnera plus d'avoir une séance plus dynamique. Je préfère l'échange, de discuter, plus que faire un cours classique, autre que ça. Hein. D'accord? À la prochaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.